Je dînais avec une femme magnifique lorsque ma femme a fait irruption en criant « Pour qui te prends-tu pour me faire ça ?» Je me suis penché en arrière, parfaitement calme. Tu veux vraiment le savoir? La musique de guitare espagnole parvenait à tout péper comme une fumée se faufilant entre les conversations et le tintement des verres de vin. J'étais assis en face de Brianna à une table de coin, du genre avec un mur de briques apparentes derrière, et une vue dégagée sur l'entrée. L'odeur d'ail et de safran flottait dans l'air. Elle coupait du poulpe grillé pendant que je m'attaquais à une paella. Nous mangions tous les deux lentement. Aucun de nous n'avait particulièrement faim. Votre avocat a confirmé. Tout est prêt, a-t-elle demandé, en gardant la voix basse. Les papiers seront signifiés demain matin, à 9 h, à son bureau. J'ai pris une gorgée de Rioja. Les vôtres? 8h30, ses associés seront probablement là. Elle a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Sharon pense que le timing l'empêchera d'inventer des histoires. Nous étions là depuis environ 40 minutes, à passer en revue les derniers détails comme si nous planifions une fusion d'entreprises au lieu de la destruction coordonnée de 2 mariages. Autour de nous, d'autres clients riaient et discutaient. Une famille avec de jeunes enfants occupait une banquette près du fond. 2 couples, qui semblaient être à un double rendez-vous, étaient assis au bar. Notre serveur, Carlos, un homme espagnol plus âgé aux yeux bienveillants, s'était arrêté 3 fois pour remplir nos verres d'eau et s'assurer que tout allait bien. Chaque fois, il nous regardait un peu plus longtemps, comme s'il sentait que quelque chose se tramait sous la surface. Je n'arrête pas de penser à son visage. Brianna a dit ce qui se passera quand je lui dirai que je sais tout. Quand il réalisera que vous et moi avons travaillé ensemble. La réaction de Lindsay sera pire. Elle n'a aucune idée que je sais depuis 5 semaines. Brianna a posé sa fourchette. Tu penses qu'elle va faire une scène? Absolument. J'ai jeté un coup d'œil vers l'entrée. C'est pour ça que nous sommes ici. Elle a vérifié son téléphone. 8h17. Son ami enverrait le message anonyme dans 2 minutes. Une photo de moi et Brianna à cette table avec un message simple, je pensais que tu devrais savoir que ton mari est à tout pépé avec une autre femme. Lindsay le verrait, paniquerait et viendrait en courant. Elle était à son cours de yoga depuis 19 h, ce qui signifiait qu'elle avait été avec Philippe à leur endroit habituel, le Hampton Inn sur la route 40, chambre 237 si le schéma se maintenait. Je suis nerveuse, a admis Brianna. Moi aussi. Tu n'en as pas l'air. 5 semaines de pratique. La vérité était que j'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête. Toutes les versions possibles de ce que Lindsay pourrait dire, comment elle pourrait réagir. J'avais imaginé ses larmes, sa colère, ses tentatives désespérées de retourner la situation. J'avais préparé des réponses pour tout cela. Mais sous la préparation, il y avait quelque chose de plus lourd. 6 ans de mariage se terminant dans un restaurant espagnol un jeudi soir. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. C'était une nécessité. 8h25. La porte s'est ouverte assez fort pour faire se retourner plusieurs personnes. Lindsay se tenait à l'entrée, balayant la pièce de ses yeux fous. Elle portait un pantalon de yoga noir et un débardeur violet. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval. Son visage était rouge. Quand ses yeux ont trouvé notre table, toute sa posture a changé. Elle s'est raidie, puis a commencé à se diriger vers nous comme une tempête arrivant du port. Les conversations se sont arrêtées sur son passage. Les gens suivaient son mouvement. Carlos s'est reculé d'une autre table, les yeux écarquillés. « Pour qui te prends-tu pour me faire ça ?» Sa voix a résonné contre les murs de briques et les poutres en bois. J'ai posé mon verre de vin, me suis penché en arrière sur ma chaise, et laissé le silence s'étirer pendant 3 secondes pendant qu'elle se tenait là, respirant fort, les mains serrées en poing. Tu veux vraiment le savoir? Ne joue pas avec moi en ce moment. Elle a pointé Brianna du doigt. Qui diable est-elle? J'ai gardé ma voix calme. Voici Brianna Cac. Brianna, voici Lindsay, ma femme. Ou devrais-je dire, ma future ex-femme. La tête de Lindsay s'est tournée brusquement vers Brianna, puis de nouveau vers moi. Cac? De quoi tu parles? La femme de Philippe, ai-je dit. Tu sais, Philippe. Le docteur Philippe Cac. Le grand type qui conduit l'Audi noir, qui a ce symbole médical tatoué sur l'avant-bras droit.
La couleur a commencé à quitter son visage. Ouais, ce Philippe, celui avec qui tu couches depuis 5 mois. Silence complet dans notre section du restaurant. Même le bruit de la cuisine semblait s'estomper. La bouche de Lindsay s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'en est sorti. Il y a environ 5 semaines, j'ai trouvé les courriels sur ta tablette. J'ai gardé un ton conversationnel, comme si je décrivais ma journée de travail. Tous les 147. Les photos, les réservations d'hôtels, les plans, tout. Ses yeux allaient de moi à Brianna. C'est de la folie. J'ai contacté Brianna, ai-je continué, je lui ai dit ce qui se passait. Nous nous sommes coordonnés, avons rassemblé des preuves, parlé à des avocats, nous assurant que tout était correctement documenté. Brianna a parlé pour la première fois. Philippe a avoué il y a 2 jours, il m'a tout dit, a dit que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien. Elle a fait une pause. Donc, si tu pensais que vous aviez un avenir tous les deux, tu devrais peut-être reconsidérer. Le visage de Lindsay est passé du rouge au blanc. Vous m'avez tendu un piège. Vous m'avez humilié comme ça. Non, tu as fait ça toute seule. J'ai juste décidé du moment où tu découvrirais que je savais. Elle a regardé autour d'elle désespérément. Des tables pleines d'inconnus la dévisageant. Carlos planant près de l'entrée de la cuisine. Le couple de personnes âgées à 2 tables de la secouant la tête. Un groupe d'hommes d'affaires au bar regardant ouvertement comme si c'était du théâtre. On peut en parler. Sa voix s'est brisée. On peut arranger ça. Non. Quoi? Non. Nous n'allons pas parler. Nous n'allons rien arranger. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée. Les papiers du divorce seront signifiés demain matin à ton bureau. 9 heures, ton patron verra probablement. Tu ne peux pas juste. Le bail de l'appartement se termine le 1er mai. Tu as jusqu'au 30 avril pour déménager. Après ça, ce sera une violation de propriété. Où suis-je censé aller? Chez tes parents à Talson, chez Philippe. Ce n'est pas mon problème. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Elle a essayé une approche différente, adoucissant sa voix. Scott, s'il te plaît. 6 ans. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça voulait dire quelque chose. Puis tu as passé 5 mois à coucher avec quelqu'un d'autre. Tu m'as regardé en face chaque jour et tu as menti. Tu as dit que j'étais ennuyeux et prévisible. J'ai fait une pause. C'étaient tes mots dans les courriels. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Alors, je suis prévisible maintenant. Tu voulais partir. Tu vas partir. Elle a tendu la main vers mon bras. Je l'ai écarté. Les larmes coulaient maintenant. Le mascara commençait à couler. C'est de la folie. Tu jettes tout en l'air parce que tu as couché avec un homme marié pendant 5 mois. Parce que tu as menti chaque fois que tu disais que tu allais au cours de yoga. Parce que tu as dépensé notre argent pour des chambres d'hôtel. J'ai gardé ma voix basse. Oui, c'est exactement ce que je fais. Un homme à la table voisine a légèrement hoché la tête. La femme avec lui a chuchoté quelque chose. Lindsay l'a vu et son visage s'est décomposé. Je te déteste, a-t-elle dit. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, Lindsay? Elle est restée là, tremblante, regardant entre moi et Brianna, essayant de trouver un angle qui fonctionnerait, mais il n'y en avait pas. Tout ce sur quoi elle avait construit ses mensonges était exposé. Chaque excuse qu'elle pourrait fabriquer avait déjà été documentée et classée. Il a dit qu'il m'aimait, a-t-elle murmuré. La voix de Brianna était tranchante. Il me dit ça aussi, tous les soirs quand il rentre après avoir été avec toi. Lindsay a reculé d'un pas. Elle s'est retournée et a presque couru vers la sortie, heurtant Carlos en chemin. Il a dû s'agripper au mur pour ne pas laisser tomber son plateau de sangria. La porte s'est refermée derrière elle. Pendant 5 secondes, personne n'a bougé. Puis, lentement, les conversations ont repris, plus basses qu'avant. Plus de chuchotements. Le monsieur âgé de 2 tables plus loin s'est arrêté en passant. Bien joué, jeune homme. J'ai hoché la tête. Je ne me sentais pas capable de parler.
Carlos s'est approché prudemment. Nous allons bien. Désolé pour le dérangement. Pouvons-nous avoir l'addition? Il a hoché la tête et s'est dépêché de partir. Brianna a poussé un long soupir. Eh bien, ça s'est passé à peu près comme prévu. Ça va? Ça ira. Elle a vérifié son téléphone. Je dois y aller. Philippe devrait être à la maison dans environ 30 minutes. Je veux être là à l'attendre. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Toi aussi. Carlos est revenu avec l'addition. J'ai payé pour les 2 repas et laissé un pourboire de 30% en guise d'excuse pour la scène. Nous sommes sortis ensemble dans la fraîche soirée de mars. La rue était calme. Quelques voitures passaient. Quelque part dans la rue, quelqu'un jouait de la musique. Merci, a dit Brianna, de m'avoir trouvé, d'avoir fait ça. Tu méritais de savoir. Nous nous sommes dit au revoir sur le parking. Elle est montée dans sa voiture et est partie en direction de Talson. Je suis resté assis dans la mienne un moment, les mains sur le volant, fixant le tableau de bord. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocat. Papier confirmé pour livraison à 9 heures. J'ai répondu par un pouce levé. Pour la première fois en 5 semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer correctement. Le poids que je portais, faisant semblant que tout était normal tout en sachant exactement ce qu'elle faisait, commençait à se dissiper. Ce n'était que le début du processus juridique, mais c'était un début pour lequel j'étais prêt. J'ai démarré la voiture et suis rentré chez moi. Il y a 5 semaines, j'étais assis au comptoir de la cuisine un jeudi soir, fixant un téléphone éteint. La batterie était morte pendant mon trajet de retour, et j'avais oublié mon chargeur au bureau. La tablette de l'INSEE était posée sur le comptoir où elle la laissait toujours, à côté de ses vitamines et d'une pile de courriers non ouverts. Elle était à son club de lecture, ou du moins c'est ce qu'elle avait dit, un club de lecture avec son amie Kelly. Elle faisait ça tous les jeudis depuis 3 mois. Le bail de l'appartement était à mon nom. Je l'avais signé 2 mois avant notre mariage, à l'époque où je vivais seul. Je ne l'avais jamais ajouté dessus. À l'époque, ça semblait plus simple comme ça. Maintenant, j'étais content de ne pas l'avoir fait. Je devais vérifier mes courriels professionnels. Une date limite de projet approchait et mon manager avait dit qu'il enverrait les spécifications mises à jour avant la fin de la journée. J'ai pris la tablette et l'ai ouverte. Pas de mot de passe. Elle ne s'était jamais souciée de la sécurité à la maison. L'application de messagerie était déjà ouverte. Une notification est apparue dans le coin. Expéditeur, PK aperçu du texte, je n'arrête pas de penser à mardi après-midi. Quand pourrais-je te revoir? Je l'ai fixé. Je l'ai relu. Ma poitrine s'est serrée. Mes mains sont devenues froides. PK. Mardi après-midi. Te revoir. Il y avait des explications. Ça devait être un ami qui préparait quelque chose, une fête surprise, un truc de travail, quelque chose d'innocent. J'ai cliqué sur la notification. La chaîne de courriel s'est ouverte et mon estomac est tombé. Des mois de messages, commençant de manière décontractée en septembre. Devenant plus enjoué en octobre. Explicite en novembre. Des plans pour des rendez-vous à l'hôtel, des plaintes concernant les conjoints, à mon sujet, sur le fait qu'ils se sentaient tous les deux piégés dans des mariages qui s'étaient essoufflés. J'ai fait défiler et encore défiler. 15 septembre, ta présentation à la conférence était fascinante. J'adorerais en discuter autour d'un café. 22 septembre, ce n'était pas juste un café. Je ne me suis pas senti aussi connecté à quelqu'un depuis des années. 8 octobre, je n'arrête pas de penser à toi. C'est fou, mais je ne veux pas que ça s'arrête. 2 novembre, chambre 237, Hampton Inn sur la route 40. J'y serai à 19 h. 12 décembre, ton mari remarque à peine quand tu n'es pas là. Il ne voit pas ce que je vois. 14 janvier, je me sens vivant avec toi d'une manière que je n'ai jamais connue avec Brianna. 20 janvier, 2 jours à Annapolis. Dis-lui que c'est une conférence de travail. Je m'occuperai de mon côté. 8 février, le bracelet est magnifique sur toi. Il valait chaque centime. Et puis les réponses de l'INSEE. Chacune d'entre elles empirait la situation. Des plaintes sur notre vie sexuelle. Sur le fait que je travaillais trop.
Sur ma prévisibilité. Sur la façon dont Philippe la faisait se sentir désirée, ce que je ne faisais apparemment pas. Des projets pour leur avenir. Un jour, quand nous serons tous les deux prêts, quand le moment sera venu, quand nous serons tous les deux libres. Il y avait des photos. Rien d'explicite, mais intime. Proche. Le genre de photos que l'on ne partage pas avec quelqu'un qui n'est qu'un ami. Je suis resté assis là, je ne sais pas combien de temps. Ça aurait pu être 5 minutes. Ça aurait pu en être 30. Mon cerveau essayait de traiter ce que je voyais, et essayait de le faire correspondre à la femme qui m'embrassait pour me dire au revoir chaque matin. Qui me demandait comment s'était passée ma journée chaque soir, qui me souriait de l'autre côté de la table du dîner. La colère est venue en premier, chaude et immédiate. Je voulais jeter la tablette contre le mur. Je voulais l'appeler sur le champ. Crier, exiger des réponses. Mais quelque chose m'a arrêté. Une partie de mon cerveau qui savait qu'agir sur un coup de tête serait une erreur. À la place, j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Chaque message, chaque photo, chaque élément de preuve. 147 courriels au total. Je les ai téléchargés sur un compte de stockage en nuage auquel elle n'avait pas accès. J'ai créé un dossier appelé « Fichier de projet » pour que même si elle le trouvait par hasard, elle ne regarderait pas. Puis j'ai effacé l'historique des notifications et fermé l'application de messagerie. J'ai reposé la tablette exactement là où je l'avais trouvée. Je suis allé dans le salon, j'ai allumé la télévision, j'ai trouvé un match de basket et je l'ai fixé sans rien voir. Elle est rentrée à 23h30, m'a embrassé sur le haut de la tête, m'a demandé comment s'était passée ma journée, m'a parlé du livre qu'elles étaient censées avoir discuté, un thriller sur une femme disparue. Elle a décrit l'intrigue en détail, a parlé de la façon dont le groupe avait débattu de la fin, a mentionné ce que Kelly avait dit sur le rebondissement. Elle était douée, terriblement douée. Sa voix n'a jamais faibli. Ses expressions n'ont jamais glissé. Si je n'avais pas vu ces messages, j'aurais cru chaque mot. Cette nuit-là, j'étais couché dans le lit à côté d'elle pendant qu'elle dormait, fixant le plafond, essayant de comprendre quoi faire. Une partie de moi voulait la confrontation immédiate. Mais une autre partie, celle qui planifiait et calculait déjà, savait que se précipiter sous le coup de l'émotion serait une erreur. Le lendemain matin, après son départ pour le travail, je suis retourné sur la tablette. J'avais besoin de plus d'informations. Je devais savoir qui était PK, à qui j'avais affaire. Il a fallu fouiller un peu dans les messages, mais j'ai trouvé son nom complet. Philippe Cac, Dr Philippe Cac, chirurgien orthopédiste chez Talson Orthopédique Associates, 42 ans, marié depuis 11 ans. 2 filles. 2 filles. Ce type risquait toute sa famille pour une liaison avec ma femme. J'ai trouvé le site web de son cabinet. Sa biographie mentionnait sa femme, Brianna, une infirmière praticienne à Johns Hopkins. J'ai trouvé son profil LinkedIn. Son Facebook était plus ouvert. Des photos de famille. Les filles à Ocean City l'été dernier. Des costumes d'Halloween. Le matin de Noël. Ils avaient l'air heureux, tout comme Lindsay et moi avions l'air heureux sur nos photos. Celle sur le mur de notre salon qui montrait une version de notre vie qui n'était apparemment plus exacte depuis 5 mois. J'ai passé ce week-end à éplucher nos finances. Les relevés de cartes de crédit conjointes. Je m'occupais des factures, donc Lindsay ne regardait jamais de près, mais maintenant je cherchais des schémas. Janvier, Hampton Inn, route 40, 157 €. La même nuit où elle avait dit qu'elle était au cours de yoga puis à prendre un verre avec Kelly. Décembre, Ruth's Chris Steakhouse, 89 €. J'étais à Pittsburgh pour le travail cette semaine-là. Novembre, hôtel de charme à Annapolis, 247 €. Le week-end où elle avait dit qu'elle avait une conférence de travail. Février, Hampton Inn à nouveau, 186 €. Une autre soirée yoga. Total des dépenses de l'adultère sur notre carte conjointe, 2347 €. J'ai fait une feuille de calcul. Date, lieu, montant, recoupé avec notre calendrier. Chaque cours de yoga, chaque soirée entre filles, chaque événement professionnel. J'ai construit une chronologie de mensonges. Lundi, je savais ce que je devais faire. J'ai pris un déjeuner précoce et je suis allé en voiture au centre-ville dans un cabinet d'avocats. Harold Reinhardt, avocat spécialisé en divorce,
15e étage avec vue sur le port. La consultation a coûté 300 €. Je lui ai tout montré. Les courriels, les relevés financiers, la chronologie. Il a été direct. Le Maryland est un État où le divorce sans faute est possible, mais l'adultère affecte la pension alimentaire. Avec ces preuves, elle n'obtiendra pas un centime. Il a examiné la feuille de calcul. Pas d'enfant, pas de propriété partagée, séparation nette des biens. Si elle ne conteste pas, vous en avez pour 8 à 12 semaines. Que dois-je faire? Continuez à tout documenter. Ne la confrontez pas avant d'être prêt à déposer la demande. Séparez les finances discrètement. Ne quittez pas l'appartement avant elle. Il a tapoté les papiers. C'est solide. Très solide. Ça simplifie tout. La provision sur honoraires était de 3 500 €. J'ai fait le chèque. J'ai ressenti le premier sentiment de contrôle depuis que j'avais vu cette notification de courriel. Mais il y avait autre chose que je devais faire. Quelque chose qui me taraudait chaque fois que je regardais ces photos de famille des filles de Philippe Cac. Sa femme n'avait aucune idée. Tout comme moi, je n'avais eu aucune idée. Elle menait sa vie, faisant confiance à son mari pendant qu'il détruisait leur famille. Elle méritait de savoir. J'ai trouvé l'adresse électronique de Brianna via son profil professionnel à Johns Hopkins. J'ai passé 2 jours à rédiger le message. Comment dire à une inconnue que son mari la trompe? Comment le prouver sans avoir l'air fou? Je l'ai gardé simple, direct. J'ai joint quelques captures d'écran. Rien de trop explicite, juste assez pour montrer que quelque chose se passait clairement. Je l'ai envoyé le mardi 20 février à 14h47. Puis j'ai passé les 2 jours suivants à me demander si elle m'avait bloqué ou si elle pensait que j'étais fou. Samedi matin, j'ai reçu une réponse. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de tout voir. Nous nous sommes mis d'accord pour un Starbucks à Lutherville, un terrain neutre, loin de nos quartiers respectifs. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec mon ordinateur portable. Elle était déjà là quand je suis entré. Cheveux noirs, blouse d'infirmière, yeux fatigués. Merci d'être venu, ai-je dit. Elle n'a pas perdu de temps. Montrez-moi. J'ai ouvert l'ordinateur portable et je l'ai tourné vers elle. Pendant les 45 minutes suivantes, elle a fait défiler des mois de courriel. Son expression a changé. L'incrédulité. La colère. Quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit doucement. Pareil avec l'INSEE. Soudain, elle avait tous ses nouveaux centres d'intérêt. Yoga, club de lecture, toujours occupé. Brianna a levé les yeux vers moi. Je me doute depuis 3 mois, mais je ne pouvais pas le prouver. Maintenant, vous le pouvez. Elle a continué à lire, s'est arrêtée sur un message. Sa mâchoire s'est crispée. C'était Philippe qui écrivait à l'INSEE. Je me sens vivant avec toi d'une manière que je n'ai jamais connue avec Brianna. Elle est épuisante émotionnellement. Toi, tu me comprends vraiment. Je travaille 60 heures par semaine à Hopkins, a dit Brianna. Je m'occupe de nos filles. Je gère tout à la maison parce qu'il est toujours au cabinet, et c'est moi qui suis épuisante émotionnellement. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Je suis contente que vous m'ayez trouvé. Elle a fermé l'ordinateur portable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je réfléchissais à cette question depuis une semaine. Nous avons des options. Les confronter séparément. Leur faire savoir que nous avons découvert. Ou nous pourrions nous coordonner. S'assurer qu'ils sont tous les deux exposés en même temps, d'une manière qui les empêche de mentir pour s'en sortir. Elle s'est penchée en arrière. Un léger sourire est apparu. Vous planifiez ça depuis 2 semaines. Sans arrêt. Que aviez-vous en tête? C'est là que j'ai suggéré le plan du restaurant. Exposition publique. Tous les deux pris au dépourvu. Aucune chance de coordonner leurs histoires ou de manipuler la situation. Brianna a tout de suite aimé l'idée. Quand, a-t-elle demandé? Dans 3 semaines. Le jeudi 22 mars. Je dirai à l'INSEE que j'ai un dîner de travail. Vous vous arrangez pour suivre Philippe d'une manière ou d'une autre. Voir où il va. Il dira qu'il travaille tard ou qu'il rencontre un représentant d'équipement médical.
Elle a hoché la tête lentement. Et je serai en fait avec vous, en train de dîner et de comparer nos notes. Exactement. Nous nous assurons d'être vus ensemble. Votre ami envoie un tuyau anonyme à Lindsay. Elle se pointe et réalise ce qui se passe. Et je rentre à la maison pour confronter Philippe avec tout ça. Nous avons passé 1 heure de plus à échanger des preuves, à coordonner nos approches juridiques. Au moment où j'ai quitté ce Starbucks, nous avions un plan. Les 3 semaines suivantes ont été les plus difficiles. Rentrer à la maison tous les jours, agir normalement, faire semblant de ne pas savoir. Chaque fois que Lindsay disait qu'elle m'aimait, cela sonnait comme une insulte. Chaque baiser d'au revoir ressemblait à une trahison. Mais je suis resté concentré sur le 22 mars. Nous nous sommes rencontrés 5 autres fois. Toujours dans des cafés différents. Toujours à examiner les preuves, à coordonner les détails, à nous soutenir mutuellement à travers le poids émotionnel de maintenir la façade. Lors de notre 2e rencontre, Brianna m'a montré d'autres preuves financières, 4 000 € retirés de leur compte joint en 5 mois. De l'argent qui aurait dû servir aux réparations de la maison et aux activités des filles. Lors de notre 3e rencontre, elle a révélé qu'elle avait engagé un détective privé. Elle a obtenu des photos de Philippe et Lindsay entrant au Hampton Inn. Horodaté, daté, impossible à nier. Lors de notre 4e rencontre, nous avons discuté des conséquences, les batailles pour la garde des enfants, le partage des biens, les conséquences professionnelles que Philippe affronterait, les retombées sociales que Lindsay subirait. Lors de notre 5e rencontre, nous avons répété. Jouer des scènes de ce que Lindsay pourrait dire, comment je devrais répondre, nous sommes entraînés à rester calmes, peu importe ce qu'elle me lancerait. Lors de notre 6e rencontre, la veille de la confrontation, nous nous sommes assis dans ce même Starbucks de Lutherville et avons pris conscience de ce que nous allions faire. Sommes-nous sûrs de ça, a demandé Brianna. Ils ont fait leur choix. Nous ne faisons que contrôler le moment où ça se termine. Mes filles vont être dévastées. C'est la faute de Philippe, pas la vôtre. Elle a hoché la tête. Demain soir alors. Demain soir. Je suis rentré chez moi ce mardi soir en sachant que tout allait changer. Lindsay était sur le canapé en train de regarder la télévision. Elle a souri quand je suis entré, s'est décalée pour me faire de la place. Je me suis assis, en gardant une distance entre nous. Ça va ? A-t-elle demandé. Tu as été silencieux ces derniers temps. Le travail a été intense. Elle a accepté cela, s'est retournée vers l'émission, mais je l'ai surprise en train de me regarder du coin de l'œil, comme si elle sentait quelque chose mais ne pouvait pas comprendre quoi. Mercredi soir, elle était particulièrement affectueuse. Elle n'arrêtait pas de demander si nous allions bien, s'il y avait quelque chose dont je voulais parler. J'ai donné des réponses évasives. Je l'ai laissé se poser des questions, la laissé stresser. Jeudi matin, notre dernier petit déjeuner ensemble. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir. A dit, je t'aime. Je n'ai pas répondu la même chose. Passe une bonne journée, Lindsay. Elle s'est arrêtée à la porte, m'a regardé avec confusion, mais elle n'a pas insisté, elle est juste partie. J'ai envoyé un message à Brianna à midi. Ce soir, ça se termine. Elle a répondu immédiatement. Prête. Reste fort. J'ai quitté le travail à 17 h, j'ai conduit jusqu'à tout pépé, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, j'ai tout revu une dernière fois. Puis je suis entré et j'ai tout mis en mouvement. Maintenant, en arrivant dans le parking de mon appartement à 22h45, je suis resté assis un moment, me préparant pour la suite. La voiture de Lindsay était déjà là. Elle était rentrée avant moi. J'ai pris l'ascenseur, j'ai déverrouillé la porte. Elle faisait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Les yeux rouges, le maquillage ruiné, le mascara striant son visage. Comment as-tu pu me faire ça? Elle ne m'a même pas laissé fermer la porte. M'humilier devant tous ces gens. J'ai enlevé ma veste, l'ai accrochée au crochet près de la porte, sans me presser. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, Lindsay? Une explication, des excuses, quelque chose. Non. Non. C'est tout? Juste non. Je suis passé devant elle pour aller dans la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, je l'ai bu lentement pendant qu'elle se tenait là, tremblante de rage et de désespoir. Tu m'as tendu un piège, a-t-elle dit.
Tu as tout planifié avec cette femme. Son nom est Brianna, la femme de Philippe. Tu te souviens de Philippe? Elle a tressailli. Ce n'était pas ce que tu crois. Vraiment? Parce que j'ai 147 courriels qui disent le contraire. Des photos, des reçus d'hôtel, une chronologie de chaque mensonge que tu m'as raconté pendant 5 mois. Son visage a pâli. Tu as fouillé ma tablette. Il y a 5 semaines. J'ai tout trouvé. Chaque message, chaque photo, chaque plan que tu as fait avec lui. J'ai posé le verre. Je sais pour le Hampton Inn. Je sais pour Annapolis. Je sais pour Ruth Chris quand j'étais à Pittsburgh. Je sais tout. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. La combativité la quittait. On peut arranger ça, a-t-elle essayé. Les couples surmontent ce genre de choses tout le temps. Non. Scott, s'il te plaît. On peut aller en thérapie. J'arrêterai. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux pas de tes excuses. Je ne veux pas de thérapie. J'ai gardé ma voix calme. Je veux que tu sois parti de cet appartement d'ici le 30 avril. Où suis-je censé aller? Tes parents. Philippe. Ce n'est plus mon problème. Elle a essayé une approche différente. S'est approchée. A tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Ne me touche pas. Les larmes ont recommencé. On peut arranger ça. 6 ans, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Tu as fait le choix que ça ne voulait plus rien dire. Je me suis dirigé vers la chambre. Les papiers du divorce seront signifiés demain matin à ton bureau. 9 heures, je te suggère de prendre un avocat. C'est de la folie. Tu jettes tout en l'air. Parce que tu as couché avec quelqu'un d'autre pendant des mois. Parce que tu m'as menti en face chaque jour. Je me suis arrêté à la porte de la chambre. Oui, c'est exactement ce que je fais. Elle avait l'air désespérée. Sauvage. Il ne la quittera jamais. Je sais. J'ai vu les messages où il disait exactement ça. Où il te disait que c'était juste pour se sentir vivant, pour l'excitation. J'ai fait une pause. Tu étais une commodité, Lindsay. Pas quelqu'un de spécial. Ça a fait mal. Elle a même reculé. Tu devrais probablement appeler tes parents. Commencer à réfléchir à où tu vas aller. Je suis entré dans la chambre. J'ai fermé la porte, les verrouillé, me suis assis sur le bord du lit et j'ai écouté ses pleurs dans le salon. Je l'ai entendu passer des appels. Sa mère, sa sœur. Chaque conversation commençant par des sanglots et des explications désespérées. Mon téléphone a vibré. Un message de Brianna. C'est fait. Il a tout avoué, a supplié. Je suis chez ma sœur avec les filles. J'ai répondu. Lindsay est en pleine déroute, mais c'est fait. Merci pour tout. Papier signifié demain. 9 heures les tiens. 8h30 à son bureau. Ses associés vont adorer ça. Justice. J'ai posé le téléphone, me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Depuis le salon, je pouvais encore l'entendre pleurer, passer d'autres appels. Le son du monde de quelqu'un qui s'effondre. Mais pour la première fois en 5 semaines, l'oppression dans ma poitrine avait disparu. Vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. Lindsay était toujours sur le canapé, endormie dans ses vêtements de la veille. J'ai pris une douche, je me suis habillé pour le travail, je suis parti sans la réveiller. À 9h07, mon avocat a envoyé un message, signifié. Elle a signé. J'étais assis à mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur, ressentant un étrange engourdissement. Pas de la satisfaction, pas de la tristesse, juste le sentiment que quelque chose d'énorme avait changé, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La semaine suivante est passée dans un flou. Les parents de Lindsay sont venus samedi matin pour l'aider à faire ses cartons. Son père ne voulait pas me regarder. Sa mère a essayé de me prendre à part, de demander si nous pouvions parler, sauver quelque chose. Je lui ai dit non. Il n'y avait rien à sauver. Ils ont fait 2 voyages, chargeant sa voiture et le SUV de sa mère. Vêtements, articles de toilette, albums photos, les affaires de cuisine qu'elle avait apportées dans le mariage.
Dimanche après-midi, l'appartement avait l'air différent. Plus vide, mais aussi plus propre en quelque sorte. Lindsay a essayé une dernière fois en partant. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Juste nous deux. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Il n'y a rien à dire. Elle a cherché quelque chose sur mon visage. Une fissure dans le mur, un signe que j'hésitais. N'a rien trouvé. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. D'accord. Elle est partie. J'ai fermé la porte, me suis assis sur le canapé dans le silence. Au cours des 2 semaines suivantes, des gens ont pris contact. Les amis de Lindsay demandant ce qui s'était passé. Des connaissances mutuelles essayant d'avoir l'histoire. Sa collègue appelant pour dire qu'elle était dévastée, qu'elle ne venait pas travailler. Ne pouvais-je pas lui donner une autre chance? Par le biais du bouche à oreille des amis communs, j'ai entendu des choses. Lindsay avait pris un congé de son travail, restait chez ses parents. Les associés du cabinet médical de Philippe discutaient de son avenir. L'affaire était devenue le sujet de commérages au bureau. Je n'ai participé à rien de tout cela. Mon avocat a appelé la première semaine d'avril. Lindsay ne contestait rien. Son avocat lui avait conseillé une rupture nette. Les preuves étaient trop solides. Aucune demande de pension alimentaire ne tiendrait. Pas de bien à se disputer. Juste une division nette et c'était fini. Délai pour le jugement définitif, début juin. Brianna et moi nous envoyions des messages de temps en temps. Des mises à jour sur le processus juridique. De brefs bilans. 3 avril, l'avocat de Philippe essaie de négocier la garde. Sharon refuse. 10 avril, j'ai découvert que l'affaire a commencé lors d'une conférence médicale. Lindsay y était en tant que représentante pharmaceutique. 17 avril, ses associés lui ont demandé de prendre un congé. Gestion de la réputation. 24 avril, les filles ont demandé pourquoi papa ne vit plus ici. Ça m'a brisé le cœur. Je répondais à chacun brièvement. De manière solidaire, mais sans trop m'impliquer. Notre alliance avait rempli son objectif. J'ai commencé à aller à la salle de sport à 5 heures du matin avant le travail. J'avais besoin de cet exutoire physique. J'avais besoin de faire quelque chose avec la colère résiduelle qui refaisait surface à des moments inattendus. L'appartement semblait trop calme, trop vide. J'ai pensé à prendre un chien. J'ai décidé que je n'étais pas prêt pour ce genre d'engagement. Mes collègues ont remarqué que j'étais plus silencieux, moins social. J'ai décliné les invitations à l'apéritif. Je déjeunais à mon bureau. Je me suis plongé dans le travail de projet. 15 mai, date d'audience pour le jugement définitif. J'étais assis d'un côté de la salle d'audience. Lindsay était assise de l'autre avec son avocat. Elle avait l'air plus mince, pâle, des cernes sous les yeux. Elle m'a jeté un regard une fois. J'ai détourné les yeux. Le juge a examiné les documents. Pas de contestation. Tout est approuvé. En 15 minutes, 6 ans ont été dissous. Dans le couloir après, Lindsay s'est approchée de moi. Pouvons-nous parler juste une minute? Non. Je suis passé devant elle, suis sorti du palais de justice, dans le soleil de mai, suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. J'avais déménagé de l'ancien logement à la fin du bail. J'ai trouvé un 2 pièces à Hampton. Quartier différent, pas de souvenirs. Mur nu, mobilier minimal, juste les choses que j'avais achetées moi-même au fil des ans. C'était anonyme, mais je sentais que c'était à moi. Juin a apporté la routine. Travail, salle de sport, maison, répétition. J'ai commencé à courir sur le sentier du front de mer le matin. J'ai repris contact avec un vieil ami de l'université qui avait déménagé à Baltimore pour le travail. Nous avons pris un verre. Parler de choses normales. De sport, de films, de politique. Pas de divorce, pas de trahison. Juste une conversation normale. Ça faisait du bien. Normal. Brianna a envoyé un dernier message le 7 juin. Divorce finalisé aujourd'hui. J'ai obtenu la maison et la garde principale. J'ai répondu. Félicitations. Tu l'as bien mérité. Le cabinet de Philippe a perdu 2 associés. Karma. Comment vont les filles?
Tu es une bonne mère. Merci pour tout, de m'avoir trouvé, d'avoir fait ça correctement. À toi aussi. Prends soin de toi. Toi aussi. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Toi aussi. Ce fut notre dernier échange. L'alliance s'est dissoute naturellement. Nous avions rempli notre rôle dans la vie de l'autre. Deux personnes qui s'étaient aidées à traverser le pire moment de leur mariage, mais il n'y avait aucune raison de rester connectés au-delà de cela. Le 4 juillet, je suis allé au barbecue d'un ami à Fellepoint. Premier événement social depuis des mois. Je me sentais presque normal. La musique jouait, la bière était fraîche, les gens riaient. Sa sœur était là. Émilie, enseignante de 3e année. Récemment déménagée à Baltimore depuis Richmond. Nous avons parlé facilement de l'enseignement, de l'ingénierie structurelle, des quartiers de Baltimore, des meilleurs cafés et des projets d'été. Rien de lourd, rien de compliqué. Juste un intérêt sincère pour une autre personne. Elle m'a donné son numéro. Je l'ai enregistré. Je n'ai pas envoyé de message ce soir-là. Je n'étais pas prêt pour ça. Mais j'étais prêt à être ouvert à la possibilité. En regardant les feux d'artifice sur le port cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. Pas du bonheur exactement, mais quelque chose de proche. L'absence de colère, l'absence de répétition mentale constante des confrontations, des preuves et des chronologies. Juste présent dans l'instant, prêt pour la suite. 11 juillet, samedi matin. Café sur mon petit balcon. Vue sur les toits de Hampton et les arbres bordant la rue en bas. Mon téléphone a vibré. Un long message de Lindsay. Des paragraphes d'excuses. Elle était en thérapie. Réalisait ce qu'elle avait détruit. Comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Demandait si nous pourrions un jour être amis. Disait qu'elle avait changé. Voulait une conversation de clôture, juste pour parler. Juste pour traiter tout ce qui s'était passé. Je l'ai lu 2 fois. J'ai réfléchi à ma réponse pendant 5 minutes. J'ai tapé, j'espère que la thérapie t'aide. Il n'y a pas d'amitié ici. Ce qui s'est passé ne peut pas être défait. Ne me contacte plus. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bloqué le numéro. J'ai supprimé le contact. Je l'ai retiré de toutes les plateformes de médias sociaux que j'avais. Je suis retourné à mon café. J'ai ouvert l'application de rencontre que mon ami m'avait suggérée. Pas activement à la recherche, pas prêt pour quelque chose de sérieux, mais plus fermé à l'idée. Le ciel était clair. La journée s'étalait devant moi. Des choses normales, des choses simples. L'avenir était incertain, mais il était à moi, et c'était suffisant. L'appartement était calme. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres. Mon café avait tiédi. Je l'ai vidé et j'ai fait une nouvelle tasse, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai supprimé le dossier en nuage intitulé « Fichier de projet ». Toutes les 147 captures d'écran, tous les relevés financiers, toutes les preuves. Je n'en avais plus besoin. Mon téléphone a vibré. Un message d'Émilie. J'ai hâte d'aller au musée aujourd'hui. L'exposition Matisse est censée être incroyable. Moi aussi. On se voit à midi. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis habillé. Je me suis regardé dans le miroir. Même personne, vie différente, meilleure direction. Émilie attendait sur les marches du musée, portant une robe d'été jaune. Elle a souri quand je me suis approché. Prêt pour un peu d'art? Nous avons passé 2 heures dans les galeries. Parler de peinture, d'enseignement et de conception de ponts. Conversation normale. Pas d'agenda caché. Après, nous avons trouvé un café à proximité. Sandwich était glacé. Conversation facile. C'était sympa, a-t-elle dit. Oui, ça l'était. On refait ça un de ces jours? Oui, j'aimerais bien. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger. Ce soir-là, j'ai couru le long du front de mer pendant 10 kilomètres. La ville s'étalait autour de moi. Tout semblait normal, comme si ma vie était enfin à nouveau la mienne. De retour à l'appartement, j'ai pris une douche et préparé le dîner. J'ai mangé sur le balcon en lisant. Alors que la lumière s'estompait, j'ai pensé à où j'en étais 5 mois auparavant.
Lindsay chez ses parents. Philippe séparé de ses filles. Brianna en train de se reconstruire. Chacun faisant face aux conséquences. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Juste l'impression d'avoir survécu et d'en être sorti indemne. Mon téléphone a vibré. Un message d'Émilie. Merci pour aujourd'hui. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Pareil pour moi. À bientôt. Certainement. Demain, c'était dimanche. Salle de sport, course, vie normale, reconstruction d'une routine. En me couchant, j'ai pensé à ce que Brianna avait écrit des semaines auparavant. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Maintenant, allongé dans le noir dans mon propre appartement, selon mes propres termes, je le croyais enfin. La colère était partie. La répétition constante était partie. Le poids était parti. Ce qui restait, c'était juste moi. Scott Warner, 34 ans, ingénieur en structure, divorcé, repartant à zéro. Et c'était exactement là où je devais être. Bon, voici l'essentiel et la raison pour laquelle cela vous concerne réellement. Parlons de la façon dont elle a immédiatement sauté sur « tu m'as humilié » au lieu de « je suis désolé d'avoir détruit notre mariage ». Cela vous dit tout sur ses priorités. Pas la trahison, pas les mensonges, pas les 5 mois passés à coucher avec le mari de quelqu'un d'autre, juste l'embarras de se faire prendre publiquement. Le génie de la confrontation au restaurant était qu'elle lui a retiré la capacité de contrôler le récit. Pas de conversation privée où elle aurait pu pleurer et manipuler. Aucune chance de distiller la vérité au compte-gouttes ou de minimiser les faits. Juste les faits, livrés calmement devant des gens qui pouvaient voir exactement quel genre de personne se comporte de cette manière. Et remarquer comment chacun de ses arguments portait sur ce qu'elle perdait, et non sur ce qu'elle avait fait. Où suis-je censé aller, et non comment ai-je pu te faire autant de mal? C'est quelqu'un qui pleure les conséquences, pas la relation. La leçon ici est simple. Observez ce que les gens font quand ils sont pris, pas ce qu'ils disent. Les actions sous pression révèlent le caractère. Les excuses présentées sous la contrainte des conséquences révèlent une stratégie. Quelle est votre opinion sur la façon dont il a géré la situation?